C'est une ville qui fait rêver, Beyrouth. On l'appelle ville des Lumières. C'est une ville de joie et de festivité la plupart du temps, mais qui a connu aussi beaucoup de conflits. Et donc, souvent, depuis petite, on a été forcés de se déplacer pour fuir les guerres. Vous avez dit, écrire, c'est reprendre les rênes de son existence. Oui, ça veut dire qu'à un moment donné de son histoire personnelle, j'ai eu besoin de mettre des mots Vos mots. sur ce que j'avais vécu. Quand on arrive à raconter son histoire, je trouve qu'on a déjà fait un grand pas vers l'avant, vers soi-même et vers les autres. Nous avons une explosion qui a été qualifiée comme la deuxième explosion la plus forte après Hiroshima et Nagasaki. C'était énormissime. Il y a eu 200 morts. Je pense qu'il y a eu 200 000 personnes qui ont été déplacées ou sans logement parce que ça a touché tout un quartier très peuplé aux alentours du port de Beyrouth. Ça n'en finit plus. Ouais. Et ce qu'on dit chez nous, c'est que si tu comprends quelque chose à la politique libanaise, c'est qu'on te l'a mal expliqué. Parce qu'en fait, Personne ne comprend ce qui se passe. on ne comprend plus, c'est des querelles sans fin. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent tous le pouvoir, mais qu'ils sont tous contraints de vivre ensemble et qu'ils n'arrivent pas à le faire. Alors, bonjour et bienvenue sur 4e de couverture. Je suis Jocelyne Sema. Aujourd'hui, on ne plonge pas simplement dans un livre, mais dans un témoignage de vie tissé entre les continents. Mon invité a vécu entre Beyrouth et Montréal, a enseigné la culture et la littérature et porte en elle une géographie de l'âme à la fois magnifique et déchirée. Son premier roman est un paradoxe puissant, un titre qui nous confronte. Okay. Du col et descendre, Exact. je l'ai dit, ou du kahl et descendre. Voilà. Parfait. Donc, c'est un titre qui nous confronte à la beauté et à l'effondrement du col et des cendres, publié aux éditions TNT. Je suis absolument ravie de recevoir Zeyna Fayad aujourd'hui en studio pour une rencontre en présentiel. Bonjour Zeyna. Bonjour Jocelyne, je suis très enchantée. Merci beaucoup pour cette longue et belle présentation. Je suis touchée et j'espère que je serai à la hauteur de tout cela. Mais Zeyna, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous dire qui vous êtes? Oui, je suis Zeyna. Et c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé depuis mon enfance parce que j'ai des origines libanaises. Et qui dit origine libanaise dit origine mouvementée. Étant donné les années que nous avons vécues depuis ma naissance, à peu près, c'était assez mouvementé et en même temps très beau. Donc, c'est une ville qui fait rêver, Beyrouth. On l'appelle ville des Lumières. C'est une ville de joie et de festivité la plupart du temps, mais qui a connu aussi beaucoup de conflits. Mm-hmm. Et donc, souvent, depuis petite, on a été forcés de se déplacer pour fuir les guerres. Donc, j'ai beaucoup voyagé et je me suis retrouvée à un moment donné à Montréal. J'ai adoré la vie à Montréal. J'étais étudiante quand j'ai vécu ici la première fois. Comme je suis toujours à la recherche aussi de mes origines conflictuelles, certes, mais belles. Donc, je suis retournée à Beyrouth quand j'ai eu l'âge de commencer à travailler. Et c'est là que j'ai commencé à enseigner la littérature parce que j'avais fait des études de littérature. Vous avez enseigné la littérature à Beyrouth. À Beyrouth d'abord, oui. À Beyrouth, et pas seulement Beyrouth, en fait, j'enseignais un peu dans les campus à travers le Liban. Oui. Pardon, ça va. Donc, je ne veux pas déplacer le micro. Mais oui, donc j'ai commencé dans une petite région qui s'appelait Deir el-Amar, le village de la Lune. C'est beau. Qui est un très beau village dans le chouf du Liban, dans les montagnes où normalement il y a une communauté de Druzes et une communauté chrétienne qui vivent ensemble.
Et donc, ma grand-mère paternelle était originaire de ce village. Donc, j'étais très contente de commencer mon premier travail en tant qu'enseignante de littérature là-bas. C'est pour ça que j'ai quitté Montréal et je suis revenue au Liban pour enseigner Mhm. la littérature. Et de fil en aiguille, je suis restée de nouveau un long moment dans mon pays et j'ai enseigné dans plusieurs endroits. Mhm. Et je suis revenue dernièrement suite aux événements de 2019 qui sont le sujet de ce roman. Donc il y a eu une grande révolution qu'on a appelée la Thawra. Ça veut dire Ouais, la révolte ou la révolution ouais. en libanais. Et c'était une période en fait où on avait une crise économique et politique tellement forte que en fait à partir d'un tout petit incident, euh, un jeudi soir, c'était le jeudi. euh, Tiens, regarde, je crois qu'il y a une coïncidence. 17 octobre. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 17 novembre. novembre. Ouais, voilà. 2019. Il y a eu. Alors, le gouvernement a annoncé tout d'un coup qu'il voulait mettre des taxes sur les applications téléphoniques WhatsApp des usagers. OK. Et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase parce que le gouvernement était très corrompu et en fait, il prenait de l'argent sans jamais en redistribuer ou l'utiliser à bon escient pour faire des projets pour la Ouais. ville ou le pays. Et donc, les jeunes, tout d'un coup, se sont tous levés et sont descendus dans la rue spontanément ce jeudi soir pour dire non. Ouais, c'est assez. C'est assez. Déjà que tout est corrompu, on paye l'électricité 2 fois, l'eau 2 fois. Oh, wow. Ah oui, oui. Donc là, non. Et ils sont descendus un jeudi soir et ils n'ont plus quitté la rue pendant plusieurs journées. Mm. Et ils réclamaient finalement la chute du système en même temps. Donc Ouais. la fin d'un système confessionnel et corrompu et népotiste et qui avait tous les défauts en fait. Ouais. Voilà. Donc, et ces moments-là ont inspiré l'histoire. Euh, Mm. donc, c'est une très belle histoire parce que c'était un moment de solidarité et d'unité à travers tout le pays. Mais évidemment, c'est pas si simple une révolution. Donc, il y a eu des péripéties. Et en fait, en août 2020, après qu'on ait eu la crise sanitaire également, parce que Ouais. c'était mondial La aussi, COVID, ouais. la COVID qui a mis fin au rassemblement finalement. Ouais. Pas trop le Bon choix, oui. gré, mal gré, Exact, voilà. exact. Même si on trichait quelquefois parce que, en fait, la crise sanitaire pour nous, ça voulait dire pas de travail à la maison, en Mm. fait, pour la plupart des gens. Et le gouvernement n'assurait pas de subventions pour aider les gens qui se retrouvaient tout d'un coup Mhm. au chômage, en fait. Donc, il y en avait beaucoup qui bravaient les interdits et nous avons dû le faire quelquefois. Par exemple, en août 2020, Ouais. nous avons eu une énorme explosion dans le port de Beyrouth, l'explosion du 4 août 2020. Et ça a été pour moi l'élément déclencheur qui m'a dit que je ne devais plus rester dans ce pays, Ouais, malgré ouais, tout ouais. ce que j'avais vécu et tous les Malgré tout espoirs que l'amour, j'avais et exact. voilà, Les et racines, exact. les racines, la lutte et tout ça, Ouais. c'était très La sécurité motivant. d'abord. Et nous sommes passés à... nous avons eu une explosion euh, qui a été qualifiée comme la deuxième explosion la plus forte après Hiroshima et Nagasaki. Ah oui. Oui, donc c'était énormissime. Est-ce qu'on a Et une idée du nombre de morts ou oui, il une y a eu 200 estimation? morts OK. et que je pense qu'il y a eu 200 000 personnes qui ont été retrouvées déplacées ou sans logement. Parce que ça a touché tout un quartier très peuplé aux alentours du port de Beyrouth. Mhm. Donc il y avait les quartiers de Gemaizeh notamment, qui étaient des quartiers d'artistes très populaires, la Quarantaine, juste à côté du port. C'est vraiment la banlieue de Beyrouth et Beyrouth même, du côté de Gemaizeh, qui a été touchée. Donc, alors, à ce moment-là, en fait... il y avait 2500 tonnes de nitrate d'ammonium
qui avaient été stockés illégalement dans le port de Beyrouth. Les nitrates d'ammonium, Oh. c'est une denrée qu'on utilise quelquefois pour l'agriculture, Mhm. mais elle est interdite dans plusieurs pays parce que justement, elle a cette capacité explosive aussi. Donc, elle est assez dangereuse. Mhm. Et donc, nous avons une loi qui interdit le stockage du décret d'ammonium, du nitrate d'ammonium, mais elle n'avait pas été respectée. Et ça faisait plusieurs années qu'en fait, les enquêteurs, les journalistes ont retracé l'histoire. Il y avait un bateau dont la cargaison n'était même pas normalement destinée pour le Liban, qui a eu une panne au port de Beyrouth, soi-disant. On n'a jamais su la vérité, en fait, et qui a été obligé de lâcher sa cargaison au port de Beyrouth. Mais c'est plusieurs années après que l'explosion a eu lieu. Donc, entre-temps... Pardon. Ouais, j'ai oublié d'éteindre le mien. C'est bon. plein d'impromptus. C'est mieux. On va couper tout au montage. D'accord. Et donc, voilà. Donc, oui. Donc, nous avons découvert que, au sud de toutes les autorités du port, Mhm. ces denrées étaient restées plusieurs années dans des entrepôts à quelques mètres du centre-ville, donc en posant un grave danger parce qu'il n'y avait aucune mesure de sécurité, elle n'avait même pas été déclarée. My God. Donc, quand l'explosion a eu lieu le 4 août 2020, nous ne savons toujours pas quelle était la source du feu, mais il y a eu un feu quelque part, une étincelle. Mhm. Il y a plusieurs théories. Chez nous, c'est courant. Il y a comme des univers parallèles, si vous voulez, parce que souvent, la vérité est cachée et donc ça fait depuis 2020 que nous essayons d'avoir une enquête pour l'explosion du port de Beyrouth, mais on est constamment bloqué par les interférences des Ouais. hommes influents qui mettent des bâtons sur les routes des enquêteurs. L'enquêteur principal, le juge Tarek Bitar, a été arrêté plusieurs fois dans son enquête. On l'a démis de ses fonctions, on a mis quelqu'un d'autre à la place qui ne travaillait pas. Et là, il est revenu, mais il appelle des gens à témoigner, il ne se présente pas. C'est une mascarade Ouais. pour l'instant, ce qui fait que les familles sont en colère, et moi aussi. Et c'est une partie des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre Mm. aussi. Je voulais demander justice pour toutes ces familles qui ont perdu des enfants, des parents dans cette explosion du port et qui ne savent toujours pas pourquoi c'est arrivé et pourquoi personne ne s'est excusé, pourquoi personne n'a été inculpé devant ces actes-là. Donc ça, c'est une des choses qui est dans ce livre-là. Mais disons que il y a aussi tout le début qui est très, très enthousiasmant, Mhm. donc les grands espoirs. Et pour moi, cet état des choses était devenu un peu insupportable et j'ai décidé de revenir à Montréal. Ça m'a pris un peu de temps de me trouver une petite place, de me débrouiller et d'attendre la fin de la crise sanitaire. Donc, je suis arrivée ici en 2022 et c'est ici que j'ai pu compléter le roman Mm. grâce à une subvention du Conseil des arts du Canada, entre autres. Et j'avais du temps devant moi et j'étais en transition. J'ai pu remettre tout ça sur le tapis et voilà, Parfait. mettre de l'ordre dans tout ça et écrire ça. Merci beaucoup pour cette histoire, Zeyna. Ça donne du contexte à tout ça. J'aimerais parler du titre. Oui. Du col et des cendres. Vraiment désolée si j'arrive pas à dire les mots comme il faut. Il y a le col. Oui. Qui, pour moi, ça évoque la beauté, le regard, la tradition aussi. Oui. Puis il y a les cendres qui évoquent un tout petit peu, c'est un peu moins, moins drôle. C'est plus la faim, la destruction, les incendies, etc., la guerre. Ouais, exact. Pourquoi ce titre-là?
quoi ce titre? Mais c'est tout ce que tu dis. Mais il y a une petite histoire aussi, en fait. Alors, j'ai visité à Beyrouth. Nous avons des musées. Et nous avons un musée de l'archéologie qui est dans le campus de l'Université américaine de Beyrouth, où on peut trouver des traces des différentes civilisations qui sont passées par Beyrouth. Donc OK. c'est assez fascinant. Beyrouth est une ville qui a plus de 3000 ans d'histoire, en fait. Et, euh, et dans le Liban, il y avait plusieurs ports phéniciens à l'origine, donc ils sont très très anciens. Et parmi les objets qu'on retrouve de cette période, il y a du maquillage pour les yeux des femmes qui date de cette période-là, qui OK. était une espèce de marque de beauté. Donc, j'ai l'impression que la beauté de la femme a toujours été importante dans nos régions. Et c'est vrai que c'est un hommage à la femme un peu dans ce livre. Les deux personnages principaux sont des femmes. Donc Iman, c'est la jeune fille qui fait la révolution et sa mère, c'est Lila, qui a vécu dans les années 90 au Liban. Donc c'était l'époque de la reconstruction après la guerre civile et elle était musicienne. Donc on a deux femmes quand même qui sont très importantes dans ce récit. Donc c'est un hommage à tout cela et à l'histoire de Beyrouth qui est fascinante. Donc nous avons eu les Phéniciens, puis les Romains, puis donc vraiment toute l'histoire est passée par Beyrouth. Mais Beyrouth aurait été, d'après les poètes, donc c'est quand même, on n'a pas beaucoup de traces écrites de ces périodes-là. Donc c'est un travail continu Ouais. des archéologues d'essayer de retracer l'histoire. Beyrouth aurait été détruite et reconstruite 7 fois Ah ouais. depuis ces milliers d'années, dont j'ai assisté à la dernière pendant la guerre civile quand j'étais enfant, dans les années depuis entre 75 et 90 à La peu guerre près. civile, c'était une guerre religieuse, il me semble. C'était une guerre confessionnelle, Ouais, c'est ouais. Alors oui, c'était une guerre civile, c'était entre les différentes communautés. C'est un peu facile de dire que c'était simplement religieux, parce que en fait c'est un conflit qui mettait en jeu également les pays voisins et toutes les puissances coloniales qui sont interférées dans l'histoire du Liban aussi. Le Liban est un tout petit pays qui était une terre d'asile pour différentes communautés en fait pendant des millénaires. Mais nous avons été colonisés par les Turcs pendant très longtemps, donc l'Empire ottoman. Et puis après cela, nous avons été colonisés par les Français. Nous étions un protectorat français. Le Liban a réellement acquis son indépendance en 1945. Donc c'est Après un la pays guerre mondiale, qui vers vient la fin. d'à peine avoir eu son 100 ans et quelques. Après la Première Guerre mondiale, nous avons pris notre indépendance. Mais ces différentes communautés qui vivaient en paix quand même et qui avaient toutes trouvé refuge, qui venaient de différents endroits de la région ou bien qui étaient là depuis plus longtemps, ont été un peu attirés par des puissances alentours. Par exemple, on sait que les Français ont donné plus de pouvoir aux maronites, chrétiens maronites de la région. Ils leur ont promis le pays, par exemple, après la colonisation. Donc, ça commençait à créer des zizanies. Et puis, il y a eu le conflit israélo-arabe. Et de par la tradition, le Liban a aussi recueilli plusieurs réfugiés palestiniens. Et quelques années après, récemment, nous avons recueilli des réfugiés syriens. Mais ce conflit n'a pas facilité les choses parce que les Libanais, entre eux, ont pris position dans ce conflit. Donc, il y a eu une scission qui était confessionnelle, mais certains voulaient défendre les droits des Palestiniens, quitte à prendre les armes et se battre pour le retour des Palestiniens chez eux.
Et certains voulaient, en fait, plutôt ne pas prendre position. Et comme toutes ces factions-là sont armées, Ouais. parce que l'État n'est pas assez fort pour contrôler tout cela, ça a créé une guerre civile et le conflit a pris une forme religieuse parce que les Palestiniens sont pour la plupart sunnites d'origine, donc musulmans sunnites, Oui. donc il y a eu un peu des préférences. Les sunnites ont voulu protéger, et puis après les musulmans et Ouais. les chrétiens Ouais. sont mis à se chamailler, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a une gauche chrétienne aussi qui voulait aider les Palestiniens. Et après, il y a... Les chrétiens se sont battus entre eux. À partir d'un certain moment, dans les années 90, il y avait deux milices chrétiennes différentes. Enfin, un chef de l'armée chrétien qui a fait une scission du gouvernement. Ça n'en finit plus. Ouais. Et ce qu'on dit chez nous, c'est que si tu comprends quelque chose à la politique libanaise, c'est qu'on te l'a mal expliqué. Parce qu'en fait... Personne ne comprend ce qui se passe. On ne comprend plus. C'est des querelles sans fin. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent tous le pouvoir, mais qu'ils sont tous contraints de vivre ensemble et qu'ils n'arrivent pas à le faire, en fait, si bien que ça paralyse le pays. Ouais. Tu vois Donc, il y a des périodes de paix et des périodes où ça s'enflamme de nouveau, depuis que je suis née, en tout cas. Ouais. Et donc voilà, ça fait que les Libanais sont une population de l'exil. Ça fait qu'il y a des communautés libanaises partout dans le monde. Ouais. Et donc, nous essayons de continuer à vivre comme nous l'avons toujours fait, c'est-à-dire avec une ouverture vers l'extérieur, avec de la culture, des très diverses. Ouais. Et bon. C'est correct. Zeyna, Voilà. dans une entrevue, j'ai vu que vous avez dit « Écrire, c'est reprendre les rênes de son existence ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'à un moment donné de son histoire personnelle, enfin, moi, à un moment donné de mon histoire personnelle, en tout cas, j'ai eu besoin de mettre des mots sur toute... Sur vos mots. sur ce que j'avais vécu, oui. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises. Je pense que c'est ça l'appel de l'écriture avant tout. C'est une espèce d'urgence de dire que ben là, t'en as assez pris. Il faut que ça passe par les mots Ouais. pour arriver à la surface là et devenir une existence, un tout. Donc c'est très important et c'est pas aussi simple que ça en a l'air de mettre les mots sur ce qu'on vit. Des fois c'est trop proche, on n'y arrive pas, c'est trop mouvementé. Donc quand on arrive à raconter son histoire, je trouve qu'on a déjà fait un grand pas vers l'avant, Ouais. vers soi-même et vers les autres, du coup, parce qu'on arrive à se montrer tel qu'on est, et donc à aller vers l'autre et à être aimé et aimer en retour plus sainement, plus... ouais. Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez? Bien pour sûr. aller vers l'autre, pour être aimé en retour? Oui, oui. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est un cadeau, en fait, qu'on se fait de mettre des mots sur nos mots pour aller de l'avant, en fait. Mais ben, j'ai une amie qui est écrivaine qui me disait que c'est même pas un choix, en fait, et je suis d'accord avec elle. Il faut le faire. On sent que là, ça y est, il faut écrire. Il y a une urgence. Il faut dire quelque chose. Ça va plus. Voilà, on s'assied, on écrit. Et vous, toi, je sais plus s'il faut se vouvoyer ou tutoyer, mais toi, tu enseignes la littérature. Ouais. Selon toi, c'est quoi la différence entre enseigner la littérature ou créer de la littérature? Ça n'a rien à voir. Non? Non. C'est pas la même chose. Mais
Bonne question. Je pense que enseigner, c'est un partage aussi de connaissances. Donc, c'est ça qui est beau dans l'enseignement, c'est la transmission, c'est euh, parler à des étudiants, voir la flamme s'illuminer dans leurs yeux à leur tour, les voir se motiver pour une lecture, pour une histoire qu'on leur a racontée, en discuter, partager, etc. Euh, oui, c'est très gratifiant immédiatement. On a le contact direct avec les étudiants et on le voit là, on est bien, on est content après avoir enseigné. L'écriture, c'est tout à fait une autre manière. C'est une introspection. Ça peut être beaucoup moins drôle à vivre au début. Donc, c'est des heures de solitude d'abord. C'est effacer, jeter, réécrire, réessayer, se cogner à des impasses, chercher des ponts et faire les ponts entre tout ça. Et après, oui, après, il y a un moment très beau comme maintenant, là, où là, tu es enfin devant le public. Mais il y a des années avant où c'est vraiment introspectif, c'est vraiment toi et toi-même. Et tu te poses des questions, tu as des doutes, Ouais. Quand vous êtes dans le processus d'écriture, justement, est-ce que pour vous, c'est comme un moyen une méthode de survie ou alors c'est plus super douloureux? C'est comme si vous revivez tous les épisodes qui se sont, je suppose, passés au Liban, toute l'histoire. Non, c'est pas douloureux. Non? C'est pas douloureux comme ça, mais c'est peut-être un cri qui sort, là. C'est Ok. peut-être... voilà. Et des fois, on n'est pas prêt. On peut juste pas écrire sur quelque chose qui nous a touchés de trop proche. Et puis d'un coup, ça arrive et paf, voilà, on sort ça. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui me plaît dans tout ça, c'est les moments où je sors de ma bulle. Et donc, j'ai eu une armée de correctrices et amis qui m'ont, à un moment donné, donné des retours. Parce qu'à un moment, on voit plus ce qu'on fait Exact. et on n'est plus capable de discerner c'est bon, c'est On n'a pas pas le bon. recul. Ouais. Est-ce que... Mais on sent que ça y est, on est prêt à montrer un peu la pointe de l'iceberg là. Et donc, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont beaucoup aidée dans ces étapes-là et j'aimerais les remercier. Je ne vais peut-être pas dire leur nom, beaucoup ne sont pas là, mais il y en a plusieurs. Il y a Vera, il y a ma maman qui me lit, il y a Nadia du Pigeon décoiffé qui m'a beaucoup donné des conseils, qui est conseillère littéraire. Des amis d'un peu partout, Julie, Fanny, enfin bref. À chaque fois, c'est comme une première confrontation, un petit pas vers l'avant. Et puis Yumna aussi. Bon, voilà. Donc j'aimerais toutes les remercier parce que elles ont toutes une petite touche dans ce parcours-là. Et mon Ça doit éditrice, être... oui. Zoé, qui est aussi une femme. Voilà. Ça doit être... on doit se sentir vraiment vulnérable lorsqu'on donne son premier jet, Oui. puis on le montre pour que les autres le regardent ou le jugent. Oui. Ça doit être vraiment... Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par des proches, des regards un peu conciliants. Et c'est vraiment quand on est vraiment prêt qu'on fait face aux éditeurs et aux éditions et tout ça, parce que ça peut être cruel et essuyer des refus et tout ça, c'est pas drôle. Et, surtout que l'édition, oui, c'est bien beau, on publie des livres, mais c'est quand même un business, là. C'est quand même du commerce, on va dire. Souvent, oui, souvent. Mais la TNT, c'est un organisme communautaire qui a but non lucratif et qui encourage la culture chez les jeunes et du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Ils ont un magazine aussi, Reflet de Société, qui est distribué. Et ils m'ont beaucoup encouragée. Pour l'instant, la promotion...
On est sur la même longueur d'onde, on travaille bien ensemble. Et j'aimerais les remercier aussi beaucoup Mais de m'avoir allez-y, fait confiance. Voilà. parfait. Tout ça, c'est de belles surprises. Et oui, ben oui, c'est sûr que c'est pas le rapport avec la grande maison commerciale qui, Mm. qui veut vendre à tout prix. Ouais. Non, je Donc, comprends. donc, je suis contente d'avoir fait ce choix-là. J'avais envoyé à d'autres maisons, bien sûr, mais c'est eux qui m'ont fait confiance et c'est pour le meilleur. C'est un peu l'univers qui nous a mis ensemble. Ouais. Zeyna, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, Oui. est-ce que tu pourrais leur dire en un résumé pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à lire ce livre? Et surtout, c'est quoi l'émotion universelle générale que tu voudrais qu'ils emportent après avoir fermé du col et des centres? Oui. Alors, Du col et des cendres, c'est un roman, c'est une écriture poétique, je dirais, Mhm. parce que c'est sûr qu'on raconte des événements un peu bouleversants, mais il y a toujours une note d'espoir et il y a une espèce d'amour plus fort que tout qui fait que ces jeunes croient en leur pays à un moment donné, malgré tout ce qu'ils ont vécu auparavant et qu'ils vont vivre après. Il y a un élan qui est beau et qui arrive quelquefois, qui survient dans le monde quand on s'y attend le moins. Mhm. Une solidarité peut-être entre les jeunes, une reprise du pouvoir aussi peut-être, même si c'est momentané. Je pense que c'est la quintessence de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est des moments comme ça euh, qui nous donnent confiance en nous et qui nous donnent envie de nous battre pour ce en quoi nous croyons. Mm. Donc, rien que pour ça, je pense qu'il faut lire Du col et des cendres. Et puis, il y a une relation qui est très belle entre les générations. Donc, chacun partage ce qu'il a appris. Une mère musicienne, une fille militante. Pour les parents, ça a été la musique qui a un peu été le fil, le petit fil rouge, tu sais, qui retrace les liens entre les gens et entre les communautés après la guerre civile, qui était autrement plus pénible que cette explosion du 4 août que la nouvelle génération a vécue et qui est déjà quelque chose de terrible, tu vois. Ouais. Donc il y a des belles choses dans la vie et il faut essayer de s'en rappeler, de rester proche de ces choses-là quand ça va mal et de les célébrer Mhm. autant qu'on peut. C'est ce que j'aimerais faire passer dans ce livre. Il faut me dire, bien sûr, me donner des commentaires et des échos pour me dire si ça a marché. Alors, j'ai mis une playlist à la fin du livre. Ah oui. Oui, avec un petit code QR qui ramène directement vers la musique qui est citée dans le livre. Et oui, je pense que c'est là. Ah oui. Ouais. Donc, ça, c'est toutes les chansons qui sont citées. J'aimerais qu'on voit dans ce livre quelque chose qui se déploie dans l'espace avec de la musique, des mots et des images. Il y a des illustrations de mon amie qui est illustratrice. Justement, j'allais te demander si c'est toi qui as fait des illustrations. Non, c'est ou pas non? moi. C'est une jeune peintre et illustratrice libanaise qui s'appelle Ala Dabaji. Elle était avec moi quand l'histoire est née dans les manifestations de la Saoura à Beyrouth et nous avons eu l'idée ensemble. Nous voulions à la base construire ce roman-récit ensemble sur la Saoura que nous vivions tous les soirs avec un groupe d'amis sur les routes et tout ça. Nous voulions en parler. Elle voulait illustrer, je voulais raconter. Et nous avons mis le premier plan de ce récit en mots ensemble. Donc, évidemment, la vie étant ce qu'elle est, j'ai déménagé à Montréal. C'est là que le récit a vu le jour. Mais nous avons repris les illustrations qu'elle avait imaginées et elle les a adaptées avec le contenu qui était là. Et donc,
J'aimerais la citer aussi et la remercier. Zéna, est-ce qu'à un moment donné, vous voudriez retourner au Liban Ah, et peut-être finir votre vie là-bas? ah, ben, il fait beau, il y a du soleil, et là, aujourd'hui, il neige. Je ne sais pas si ça va être rediffusé en direct, mais je pense qu'on en a pour un bout, là, avec la neige. Oui. Donc, certes, c'est tentant de se dire, ben, je vais finir mes jours au soleil, à côté de la mer Méditerranée. Mais je ne sais pas. Ben, ce qui va se passer, c'est que je n'ai pas de boule de cristal. Pour l'instant, ma vie est ici. Je fais tout ce que je peux pour que ce soit une belle vie et que je rencontre plein de monde et que je partage cette étincelle qui a commencé là-bas pour moi, oui, mais je ne sais pas. J'essaie d'y retourner de temps en temps. J'ai une partie de ma famille là-bas, mais oui. Heureusement, aujourd'hui, nos destins ne sont pas figés et sont liés de milliers de façons. Les appels WhatsApp, n'est-ce pas? C'est un peu de magie. Les écrans, les télés, les avions, c'est pas si compliqué des fois, mais c'est loin. Ouais. Zéna, après un livre aussi fort en émotion, là, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'on a déjà plongé dans l'écriture d'un autre roman, d'une autre œuvre, d'un autre recueil de nouvelles? Alors, depuis 1 an, je suis enseignante au Cégep Vanier en littérature à Montréal, à Saint-Laurent en fait, mais c'est Montréal aussi. Oui, c'est Montréal. Et donc, j'aimerais saluer tous mes étudiants et mes étudiantes et leur dire de lire, d'écrire et de continuer à leur parcours. Là. Mais donc, oui, je suis plongée de nouveau dans l'enseignement que j'adore aussi également. Et oui, j'aimerais faire un tome 2. Oh! C'est un projet, en fait, c'est aussi plein d'émotions, en fait, parce que le jour où Zoé, mon éditrice, m'a rappelé de TNT pour me dire qu'elle acceptait qu'elle croyait en mon roman, et c'était une très belle surprise, c'était en l'automne dernier. Ça fait déjà 1 an que nous travaillons là-dessus depuis. Et donc, il y avait de nouveau une guerre qui avait éclaté au Liban à cause du conflit, encore une fois, entre Israël et la Palestine, qui est désastreux et qui a causé un génocide cette fois-ci. Il faut le dire aussi, qu'on pense à tous ces gens-là. Et qu'il ne faut pas laisser passer ça, et il faut en parler et dire qu'on n'est pas d'accord. Et ça avait débordé sur le sud Liban et même sur la banlieue sud du Liban où il y a des milices armées encore, donc c'est pas la joie, donc qui tentaient d'intervenir dans le conflit encore une fois et de faire plonger le Liban dans le conflit encore une fois, mais il y a eu des représailles sévères sur Beyrouth, il y avait des bombardements sur Beyrouth, donc c'était une période où j'étais en pleurs continuellement, en train de me demander ce qui se passait pour mes proches, et où je me disais, tout ce que j'ai écrit là, c'est déjà dépassé, il faut tirer la flèche là et parler d'un nouveau conflit qui est en train de nouveau de changer les vies de toute une génération. Et puis là, je me dis, c'est la première chose que j'ai dite au téléphone. J'ai dit, mais là, tout a changé, il faut encore écrire une suite. Là. Et depuis, ça m'est resté dans la tête. Et en effet, je veux écrire la suite de l'histoire, même si c'est une suite qui va être aussi une suite avec un exil à Montréal, parce que beaucoup de gens sont partis. Comme moi, et donc peut-être qu'il y aura cette fois-ci un parallèle entre les deux villes un peu plus prononcé. Et donc, oui, j'ai déjà tout ça dans la tête. J'ai écrit quelques petites notes, mais j'ai pas encore sérieusement commencé à me plonger là-dedans, mais c'est un début, ouais. Donc il faut continuer l'histoire. Il faut continuer l'histoire malgré la distance et l'exil. Donc, c'est une nouvelle mission pour moi, une nouvelle recherche de mots, comme on disait tantôt, à placer, qui sont pas faciles à placer aussi. Alors, voilà.
OK. Ouais. Zeina, sur quatrième de couverture, on a un segment un peu plus léger, on va dire. Ok. Donc, on commence ce segment-là tout de suite. C'est un jeu. Ok. Je crée des jeux que j'adapte en fonction de l'invité que j'ai devant moi. Donc, aujourd'hui, pour Zeina, on va utiliser le jeu de la carte d'identité littéraire. Aïe. J'explique. Donc, je vais vous Caramba. donner 2 options liées à la littérature ou à la vie, peu importe. D'accord. Vous choisirez laquelle des options vous définit le mieux D'accord. aujourd'hui. Et si vous voulez expliquer pourquoi, ce serait bienvenu, mais pas obligatoire. J'aurai 4 choix d'options. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prête. OK. Première option la plus facile. Premier choix, le col, qui symbolise la beauté. Deuxième choix, les cendres, qui symbolise la renaissance après la destruction, ou peu importe. Quelle est des deux l'option qui vous caractérise aujourd'hui? Le col. Le col. On aime ça, le col. On en a. toujours... Effectivement. Effectivement. L'enseignement Oui. ou l'écriture? Oh, l'écriture. L'écriture. Oui, c'est plus personnel. Mais l'enseignement, c'est aussi un peu une mission là qu'on se donne dans la vie qui fait du bien. Tout ce qu'on peut faire dans la vie, ça fait du bien. Il faut avoir plusieurs chapeaux, il faut tenter plein de choses, rencontrer les autres. L'écriture, c'est moi, mais c'est plus solitaire. Alors, mais s'il faut dire ce qui me caractérise le plus, je dirais c'est les mots, c'est l'écriture. Parfait. C'est quoi votre langue maternelle? Quelle est la première langue? Je sais qu'au Liban, il y a beaucoup de langues. Mais c'est le français. C'est le français, OK. Ma maman me parlait français. OK. Et mon papa aussi, même si ils sont libanais tous les deux. Ma maman a des origines grecques aussi, de sa mère à elle. Donc, ma grand-mère ne parlait pas l'arabe. OK. Et donc, voilà, les deux familles parlaient 3 langues, sauf ma grand-mère. Donc, mais notre langue qui nous définit le plus, c'est le français. Et la deuxième? Entre l'anglais et l'arabe, je dirais l'anglais pour la culture et l'arabe pour la conversation de tous les jours. OK. Ouais. Donc, si je vous demande de choisir entre l'arabe ou le français, qu'est-ce qui vous caractérise aujourd'hui? Mais je crois que la réponse est C'est le français. Exact, la réponse est assez évidente après tout ce que vous avez dit. C'est le français, oui. Ben oui, non, c'est la langue qui a toujours été là avec moi depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui. Donc, OK. Maintenant, je vais vous donner 2 auteurs, puis vous allez me dire vers lequel vous vous rapprochez le plus. OK. Saint-Exupéry Oui. ou Romain Gary? Oh. C'est 2 points faibles. Ah oui, je les adore tous les deux. Mais je dirais Saint-Exupéry. Parce que c'est quelqu'un qui a dit tellement de vérité en tellement peu de mots que l'essentiel est invisible pour les yeux. Mon pays, c'est l'enfance à volonté. On peut pas, on est désarmés, je trouve. Même si c'est un peu enfantin et naïf, c'est quand même philosophique et profond et ça atteint tous les âges. Et c'est un livre un livre remède là, qui fait du bien, Le Petit Prince par exemple, mais tous ces autres livres aussi. Ouais. Et Romain Gary, c'est plus un personnage aussi hors norme, qui était aussi aviateur, il me semble, à un moment donné. Donc, Romain Gary, c'est un hommage à la maman, par exemple, qui est très très beau aussi, et une vie mouvementée, mais qu'il aime passionnément. C'est aussi un peu d'enfance, si on pense au livre qu'il a écrit sous son pseudonyme d'Émile Ajar. Donc, oui, pourquoi pas. Et
Mais la préférence va quand même à Oui, Saint-Exupéry. oui. OK. Zéna, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et dont vous voudriez parler avant la fin de l'entrevue? Non. Non? Non, ça va. Mais j'espère qu'on reparlera une autre fois pour un nouveau roman. Oh, OK, parfait. Ok. Et quel est le dernier mot? Qu'est-ce que vous voulez laisser à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de vous? Qu'ils retiennent d'eux-mêmes plutôt que de moi, que la vie, c'est une aventure et qu'il faut se lancer quand on se tient devant une porte fermée, il faut essayer d'ouvrir et se lancer parce que ça vaut la peine. Voilà. Donc, Du col et des cendres est disponible aux éditions TNT. Oui. Est-ce qu'on peut la voir sur Amazon? On peut l'avoir en e-book, en livre, livre virtuel, Oui, là, oui, sur électronique. toutes les plateformes électroniques. Parfait, ça. Ouais. Et si on veut savoir qui est Zeyna Fayyad, est-ce qu'on a des réseaux sociaux? Ah, il y a un Instagram Oui. qu'on a pour le livre, c'est Du col et des cendres, en un seul mot, Yep. sans chapeau, là, parce qu'il n'y a pas de chapeau, donc Du col et des cendres. Parfait. Et on pourra trouver les infos du livre au fur et à mesure. On essaye de le garder un peu chaud. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, Zeyna. Merci à toi. Puis, ça se ressent votre amour pour votre pays natal. Ah oui. Puis, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent et ça ne fait que donner envie de lire vraiment le livre et plonger dans l'histoire en même temps de ce beau pays dont on parle souvent pas positivement ou comme il faut à la télé. On n'en entend pas. Je suis sûre qu'il y a des beaux côtés cachés qu'on n'en entend pas parler. C'est peut-être l'occasion aussi d'aller là-dedans et puis de voir la passion dont sont investis les jeunes qui se battent pour un lendemain merveilleux, un lendemain meilleur, en gros. Donc oui, ça donne envie. Je n'ai pas encore lu moi-même, mais un jour, vous pourrez visiter et vous viendrez nous voir avec ma famille là-bas. Oui, je connais beaucoup de Libanais. Je suis née en Afrique. Il y a beaucoup de Libanais en Afrique aussi. Ici également, il y en a beaucoup. Donc oui, je sais que ce sont des personnes vraiment ouvertes, vraiment positives, puis qui ont un côté qui manque un tout petit peu ici, malheureusement, en Occident, on va dire. Ils ont un côté chaleureux. Donc oui, ce sera avec plaisir que je... Ah, et si longtemps qu'on me confirme qu'au port, il n'y a plus de nitrate. Non, il n'y en a plus. Là, on ne peut pas savoir. Mais oui, il y a des montagnes magnifiques, il y a le bord de mer, dans un tout petit périmètre, il y a des lieux... Et j'imagine la nourriture, c'est oh my God. Ouais, voilà. Exactement. Oh là là. On prend 3 kilos par voyage. Non, mais les kilos en voyage, ça compte pas. Voilà. Merci beaucoup, Zeyna.